Il y a un moment que nous avons tous vécu, restés éveillés dans le noir silencieux, ressentant le poids du néant. Il s'impose, troublant et immense, comme si quelque chose d'essentiel manquait. C'est le vide, ce creux intérieur qui suit une perte, un épuisement, une rupture, ou l'effritement lent de ce qui nous donnait autrefois un but. C'est le néant après qu'un rêve s'est évanoui, le silence après qu'une porte s'est refermée, la douleur d'une question sans réponse. Nous confondons souvent le vide avec l'échec, la dépression ou l'absurdité, quelque chose à craindre, à fuir, à combler à tout prix. Nous paniquons, nous nous distrayons, nous engourdissons l'inconfort, ou nous nous précipitons pour remplacer ce qui est perdu par n'importe quoi, juste pour éviter le néant. Et si le vide n'était pas un problème à résoudre? Et s'il était quelque chose de bien plus profond, un espace sacré, un éclaircissement nécessaire, voire un portail vers ce qui vient ensuite? Nous vivons dans un monde qui assimile le vide à une carence, un manque à combler, un problème exigeant une résolution immédiate. Dès que nous sommes assez grands pour comprendre les attentes sociétales, nous sommes conditionnés à voir l'immobilité comme suspecte et le silence comme inconfortable. Le culte moderne de la productivité nous dit que notre valeur est liée à notre rendement, qu'un moment non planifié est un moment gâché, et qu'accepter le vide, c'est admettre la défaite. Nous avons bâti des économies entières sur l'évitement de ce vide, divertissement sans fin, consommation compulsive, glorification du burn-out, tout pour échapper au silence qui pourrait autrement nous rattraper. Même notre langage trahit cette peur. Nous l'appelons « temps mort », comme si le repos était de la paresse déguisée. Nous pathologisons le chagrin en « blocage », la confusion en « indécision » et les questionnements existentiels en « suranalyse ». Le message sous-jacent est clair. Le vide n'est pas seulement désagréable, mais dangereux, un signe que quelque chose ne va pas chez nous. Alors nous l'engourdissons avec le travail, avec des substances, avec les doses de dopamine des réseaux sociaux, car le ressentir pleinement voudrait dire affronter la possibilité terrifiante que les récits autour desquels nous avons bâti nos vies ne tiennent peut-être pas dans le silence. Et si cette peur même était l'obstacle? Et si notre conditionnement culturel avait tout faux, et que le vide n'était pas un trou dont il faut sortir, mais un tunnel que nous devons traverser? À travers l'histoire humaine, les transformations les plus profondes sont nées non pas de la lumière, mais des ténèbres. Les mythes anciens parlent du vide comme primordial, le chaos informe d'où jaillit la création. Tiamat des Babyloniens, Ginnungagap des Nordiques, le Tohu Wabohu biblique, tous décrivent le néant fertile qui précède l'ordre. Dans les traditions spirituelles, la nuit noire de l'âme n'est pas une punition, mais une initiation, un dépouillement des illusions pour que des vérités plus profondes émergent. Le concept zen de mu, le vide n'est pas une négation, mais un potentiel infini, l'espace où toutes les possibilités existent avant de prendre forme. Ce n'est pas juste de la poésie métaphysique. La psychologie moderne fait écho à cette sagesse. La phase de dissolution dans la croissance personnelle, quand les anciennes identités s'effondrent avant que les nouvelles ne cristallisent, reflète le processus alchimique du solve et coagula. D'abord, la dissolution dans l'informe, puis la renaissance. Pensez à l'artiste face à une toile vierge, à l'entrepreneur après un échec, aux parents dont les enfants ont quitté la maison. Dans chaque cas, le vide n'est pas l'absence de sens, mais la condition préalable à l'émergence d'un nouveau sens. Comme la stérilité de l'hiver qui rend le printemps possible, ce vide n'est pas la mort, mais la dormance. La chenille ne résiste pas à sa liquéfaction dans le cocon, elle se livre à la transformation. Notre résistance au vide, alors, pourrait bien être une résistance à notre propre devenir. Quand nous cessons de fuir le vide, nous découvrons que ce n'est pas un vide, mais un sanctuaire. Dans son espace infini, nous rencontrons des vérités trop souvent étouffées par le bruit de la vie, la sagesse silencieuse sous nos angoisses, les rêves enterrés sous nos obligations. C'est là que nous entendons les questions que nous avons évitées. Qui suis-je quand personne n'a besoin de moi? Que reste-t-il quand on me dépouille de toutes mes réalisations? Le vide nous met à nu, mais cette nudité est révélatrice. Sans la performance constante de notre identité, nous entrevoyons notre essence sous les rôles. Créativement, le vide est indispensable. Toute symphonie commence dans le silence, tout roman par une page blanche. Les idées les plus révolutionnaires émergent souvent non pas d'un effort incessant, mais d'une pause fertile, les idées sous la douche, les promenades oisives, les moments où nous cessons de forcer les solutions. Émotionnellement, le vide crée l'espace nécessaire à la guérison. Comme les feux de forêt qui nettoient le bois mort pour que de nouvelles pousses fleurissent, le vide brûle les cicatrices émotionnelles, permettant à de nouveaux sentiments d'émerger. Et existentiellement, ce vide est le grand égalisateur, il nous humilie, nous rappelle notre petitesse dans le cosmos, mais nous connecte paradoxalement à quelque chose de vaste. Dans une culture obsédée par le fait de remplir chaque instant, le vide nous ramène à l'art sacré de l'être plutôt que du faire. Traverser le vide exige un changement radical par rapport à nos réactions instinctives.
Là où la culture dit « distrais-toi », nous devons choisir la présence. Quand l'envie surgit d'engourdir l'inconfort avec un verre de plus, une série de plus, un projet frénétique de plus, nous choisissons plutôt de rester immobiles. C'est la pratique de la pleine conscience appliquée à l'espace existentiel, observer le vide sans jugement, laisser ses contours se révéler. Tenir un journal devient une excavation, non seulement des pensées, mais du silence entre elles. Nous posons des questions différentes, non pas « comment résoudre ceci », mais « qu'est-ce que cela m'apprend ?» Pas « quand cela finira-t-il », mais « quelle part de moi est appelée à grandir ?» La clé est de résister au biais de complétion, cette envie primale de déclarer le vide, résolu. Comme un artiste résistant à la tentation de trop peindre, nous devons laisser au vide sa période de gestation complète. Cela exige de faire confiance à des processus que nous ne pouvons pas contrôler et à des délais que nous ne pouvons pas prédire. La sagesse de la nature devient notre guide. La façon dont les graines germent sous terre bien avant de percer la surface, comment la durée de l'hiver est déterminée par des forces hors du contrôle de l'arbre. Nous apprenons à distinguer entre un engagement sain avec le vide, curiosité, patience, et un contournement spirituel, transcendance prématurée, positivité forcée. Le portail s'ouvre non pas quand nous échappons au vide, mais quand nous reconnaissons que nous en faisons partie. Cette recalibration exige de démanteler des mythes culturels profondément enracinés. Dans le bouddhisme, sunyata, le vide, ne signifie pas le néant, mais l'interdépendance, la vérité que toute chose existe en relation, sans essence fixe. Les existentialistes de Kierkegaard à Camus ont enseigné que le sens ne se trouve pas, mais se forge, et que le vide est l'enclume où nous façonnons notre vrai soi. Même la physique quantique suggère cette vérité. Ce qui apparaît comme un vide grouille en réalité de particules potentielles, d'énergie virtuelle attendant de se manifester. Le vide personnel reflète ce schéma cosmique. Ce creux après la mort d'un rêve? Ce n'est pas une preuve d'échec, mais un signe que vous avez dépassé quelque chose. L'apathie après un burn-out? Pas de la paresse, mais votre psyché imposant un détachement nécessaire. Quand les relations, les carrières ou les croyances s'effondrent, le vide qui en résulte n'est pas une punition, c'est la clémence brutale de l'univers, libérant de l'espace pour ce qui veut émerger. L'acte le plus courageux n'est pas de se précipiter pour combler cet espace, mais de rester patiemment dans les décombres, certain seulement que ce vide n'est pas votre ennemi, mais votre cocon. La transformation opère dans l'obscurité non pas parce qu'elle se cache, mais parce que c'est là que de nouveaux yeux se développent. Quand nous cessons de craindre le vide, nous réalisons qu'il n'a jamais été vide. Voici la révélation qui change tout, le vide n'a jamais été votre ennemi. Cet espace creux que vous fuyiez, ce néant que vous étiez désespéré de remplir, ce n'était jamais un signe d'échec, mais une invitation. Une invitation à abandonner ce qui ne vous convient plus, à libérer ce qui ne vous sert plus, à devenir ce que vous êtes destiné à être ensuite. Le vide n'est pas une impasse, c'est un seuil sacré. Vous vous tenez à la porte entre qui vous étiez et qui vous serez, et la seule voie est à travers. Vous n'êtes pas brisé de vous sentir vide. Vous n'êtes pas perdu d'errer dans cette étendue silencieuse. C'est ainsi que fonctionne la transformation, pas dans la lumière vive de la certitude, mais dans l'obscurité fertile du non-savoir. Toute grande renaissance commence par une dissolution. Tout vrai commencement part d'une fin. L'inconfort que vous ressentez n'est pas l'absence de sens, mais la présence d'une possibilité en attente de prendre forme. Alors quand vous avez l'impression de tomber dans le néant, sachez ceci, vous êtes en train de tomber dans le devenir.